Très bien, donc bonjour tout le monde. On est le mardi 1er décembre 2020, donc on va continuer notre exploration sur ce qu'on a déjà vu la semaine passée. Donc très rapidement, lorsqu'on capitalise, lorsqu'on a des flux multiples et qu'on veut actualiser ou capitaliser, donc très simplement à un certain taux I. Donc si vous avez effectivement ici 0, donc vous avez votre premier cash flow, votre deuxième cash flow, etc., etc. Et là, vous avez votre énième cash flow. Donc là, les flux sont multiples. Donc on peut se placer soit à la date du dernier, soit à la date du premier. Donc si on se place à la date du premier, ça me fait du V0 égale la somme des CI 1 plus T puissance moins I avec I qui varie de 1 à N. Ça veut dire que ça fait C1 fois 1 plus T puissance moins 1 plus C2 fois 1 plus T puissance moins 2 plus Cn fois 1 plus T puissance moins N. Mais si on se place ici, donc la valeur à l'époque N, Vn, donc la valeur acquise, c'est la somme des CI 1 plus T à la puissance, alors 1 plus T à la puissance N moins 1, I variant de 1 à N. Donc quand je démarre avec celui-là est placé pendant N-1 période, I égale 1. Donc I égale 1. Donc ça fait C1. Ça fait C1. Donc là, c'est plutôt le contraire. Je vais modifier un petit peu. C'est un peu plus dur à manipuler dans ce sens parce que nous sommes à l'envers. Donc là, je vais plutôt l'écrire comme ceci. Donc Vn, je pars du dernier, plus le premier, qui est placé pendant 1 plus t à la puissance n moins 1, n'est-ce pas? OK. Donc c'est plus facile à l'écrire comme ça qu'avec le signe somme parce que nous avons en même temps quelque chose qui baisse et quelque chose qui augmente. OK. Alors que là, c'est évident. Quand j'écris ici, tout le monde a compris que ça fait, je commence à 1, ça fait C1 fois 1 plus T à la puissance moins 1 plus I égale 2, C2 fois 1 plus T à la puissance moins 2, etc. Est-ce que tout le monde... Donc ça, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Après ces flux, donc ça, c'est des flux multiples. Vous êtes d'accord? Ça, ce sont des flux multiples. C1, C2, Cn. Maintenant, ces flux multiples peuvent être tous égaux. Est-ce que vous avez compris ce que je vous montre là, ça va? Oui. Donc après, on a dit que ces flux C1, C2, Cn, n'est-ce pas?
ces flux C1, C2, Cn peuvent être tous égaux. Donc, ce qui m'amène à la formule qu'on a développée ensemble. Donc là, si on se place ici, si on a un nombre fini de flux constants, si on a un nombre fini de flux constants, et que ces flux, on les appelle petit a ou petit f ou petit c, d'accord? Et donc là, nous avons V0 qui est égal à petit a qui multiplie 1 moins 1 plus t ou 1 plus i à la puissance moins n sur i, ou à la puissance, donc là si je prends i, si je me place ici, Vn, c'est petit a, est-ce que ça va? Ok. Et on a dit une chose très importante, c'est que lorsque vous appliquez cette formule ou cette formule, dans ce cas-là ici, qu'est-ce que vous dites? Dans ce cas-là ici, qu'est-ce que vous dites pour sa place? Là, on se place à la date du dernier versement. Est-ce qu'on est d'accord? On se place exactement en n, alors que ici, on se place une période avant le premier versement. Est-ce que ça va? Ok. C'est la raison pour laquelle si on vous dit, par exemple, une entreprise a une dette sur 20 ans. Cette dette elle a été contractée au taux I égal à 4%. Cette dette a été contractée au taux I égal à 4% et elle est remboursée par annuité constante. Elle est remboursée par annuité constante de 900 €. Question. Calculer le capital restant dû après le 14e versement. Je vous laisse. Voilà, écrit plus proprement.
On calculer la dette restendue après le 14e versement. Donc ici, j'ai mon flux, encore une fois, des 20 annuités. J'en ai passé quelques-unes. 1, 2, 12, 14, voilà. Et donc, on me demande le capital restant dû immédiatement après le 14e versement. Autrement dit, on me demande le capital restant dû à cette date-là. Vous êtes d'accord avec moi que le 14e versement a été effectué? Le 14e versement a été effectué. Vous êtes d'accord avec moi que ce qui reste à verser, se trouve entre là et là. OK? Et il nous reste combien de versements? Il nous en reste combien? Voilà. Donc, bien sûr, je devais en verser 20, j'en ai versé 14, ce qui veut dire qu'il m'en reste, il reste ici 6 versements. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Bien. Pour bien comprendre, encore une fois, j'essaie moi de vous faire raisonner. C'est ça qui est important. Encore une fois, c'est l'autonomie qui est importante, ce n'est pas les formules. Les formules, ce n'est pas grave. Mais le raisonnement est capital. Regardez maintenant. Je vais prendre un autre axe ici. Est-ce que vous êtes d'accord que là, je mets 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous êtes d'accord? C'est ça qui me reste à verser. Vous êtes d'accord? Et donc ça, c'est ma dette. Ça, c'est le capital restant dû. Mais je veux déterminer cette dette à quelle date? Je veux la déterminer à la date du dernier versement. Est-ce que vous me suivez? Eh bien ça, là, vous avez une série de 6 annuités de fin de période. Donc, votre dette, c'est forcément la valeur actuelle de cette suite d'annuités. Ce qui veut dire que votre dette, V0, votre dette, à la date 14, c'est 900 que multiplie un moins. Est-ce que tout le monde a compris? Ce raisonnement-là, il ne faut jamais l'oublier. Voyez, la formule en soi, cette formule-là, prise toute seule, elle n'a pas vraiment d'intérêt. Elle n'a d'intérêt que si on la situe dans un contexte, si on sait exactement ce qu'elle représente. Alors, est-ce que dans la classe, est-ce que quelqu'un hésite par rapport à ce qui est écrit là? Encore une fois, je veux que ça soit le plus clair possible. Et ça fait combien? Moins 6.
moins 6. 6 annuités. Et ça fait combien? OK. Et merci Asna. Voilà. C'est la raison pour laquelle toutes les réponses qui m'ont été proposées n'étaient pas bonnes. D'accord? Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est quel raisonnement vous avez tenu en fait. Je suis curieux de savoir. Je vais écouter Esther, Morgane et Asna pour voir quel type, quel type de raisonnement. Alors attendez, je vais peut-être ouvrir les micros. Enfin, si vous voulez parler, hein. Je vais ouvrir le micro, Esther, Asna et Morgane. Je ne vois pas. Voilà. Alors, je ne sais pas quel raisonnement vous avez tenu pour avoir la réponse que vous m'avez proposée. Moi, en fait, je suis pas partie avec la formule pour V0, je suis partie avec la formule VN. D'accord? Et j'ai calculé VN pour 14 et VN pour 20. Et après, j'ai juste fait la différence des deux. Alors, Morgane, vous avez calculé la valeur en 14. D'accord, Morgane? Oui, Vous avez calculé la valeur en 20, Morgane. oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a dit la règle d'or? On additionne, on ne compare, on ne soustrait des quantités que si elles sont exprimées à la même date. Oui, Vous avez une valeur en 14, vous avez une valeur en 20, vous ne pouvez rien faire avec ces deux valeurs, ok. puisque vous êtes à des dates différentes. Ok, Morgane, tu n'es pas à la même date. Ok. Donc, ce que tu as fait comme opération, elle n'est pas licite. Parce Oui. qu'un capital exprimé en 14 et un capital exprimé en 20 ne t'autorisent pas à faire la soustraction. Ok. Voilà. Donc ça, c'est une règle d'or à ne pas oublier. Et Asna, qu'est-ce qu'elle nous a fait pour trouver 10 000, je crois, elle a trouvé Asna. Moi, j'ai fait la même formule, mais D'accord. au lieu de D'accord. mettre moins 6, j'ai mis moins 15. 15, pourquoi? Parce que, je sais pas, je me souviens qu'on avait dit que ça venait toujours une période avant le premier versement. Oui, mais Du coup, j'ai ça, Asna, c'est que si tu calcules la valeur actuelle de 15 annuités, mais Oui, moi, c'est ça. Donc, si on partait de je veux zéro. je veux la dette à cette date. Je ne sais pas si tu vois. Ouais, ouais, si, après, j'ai compris, mais OK? je suis Voilà. partie sur Donc, ce autre que tu chose. as calculé, effectivement, c'est tout simplement la valeur actuelle, peut-être de toutes les annuités. Non, mais je veux la valeur actuelle, je veux la dette à la Ouais, dette à cette date. Donc, en fait, ce que tu as pensé, c'est juste, mais simplement des annuités restantes. c'est ça, ouais. C'est ça le raisonnement. Mm. Et Esther, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Ben, moi, du coup, j'ai pris pareil la formule D'accord? au dernier versement. Ben, j'ai fait quasiment la formule qu'on a faite, sauf que j'ai pas fait moins 6, j'ai fait juste 6. Ah oui, mais là, ça ne va pas, là. Oui. Là, ça ne va pas. Euh, Là, en fait, oui. Ben, si on fait 6, on n'est pas en 14, en fait. On n'est pas à cette date. Parce il faut être à cette date. Bah ouais, ouais. Alors maintenant, je vous pose une autre question. Est-ce que quelqu'un a une autre réponse, une autre approche? Parce qu'on peut le faire différemment. On peut le faire différemment. Donc là, je vais effacer ce cas-là. Si vous m'avez autorisé, là, vous l'avez pris, c'est bon. Tout le monde a bien compris tout le monde a bien compris le raisonnement, hein. Encore une fois, j'insiste là-dessus. S'il y a des choses que vous devez retenir en finance, c'est bien tous les problèmes liés au flux. Parce que ça, vous en aurez tout le temps besoin. Vous aurez toujours à calculer des valeurs à des dates. Vous aurez toujours à remplacer des valeurs par à des dates différentes. Vous aurez toujours à calculer une annuité constante si vous avez une dette. Enfin, c'est quelque chose
de vraiment courant. Mais simplement, encore une fois, vous avez les 4 formules, mais les 4 formules, il faut leur donner un sens. Il faut leur donner une position, il faut leur donner exactement, savoir ce qu'elles font et l'appliquer à la situation que vous voulez. Maintenant, je vous dis, il y a une autre façon de raisonner. On va trouver la même chose de façon différente. Est-ce que quelqu'un peut penser à autre chose que ce que je viens de faire? Si on fait la même chose sur 20 ans et après on retire 14 ans, Alors, qui parle? C'est Morgane? c'est Asna. C'est Asna? Alors, Asna, qu'est-ce que tu veux faire? Redis-moi. On fait la même chose C'est-à-dire, sur 20 ans. Ça fait 900 fois, j'écris Asna, ok. 900, oui. fois 1 moins 1,04 D'accord. exposant moins 20 Alors, 1 moins 1,04 exposant moins 20, oui. sur 0,04. Très bien. Oui. D'abord, Moins, Asna. Alors, attends, d'abord, Asna. Quand on fait ça, on est à quelle date? 0. Très bien. OK, donc on sache exactement, c'est important de savoir. Donc, quand on fait ça, on est là, d'accord? Après, tu me fais quoi? La même chose, mais exposant moins 14. La même chose, Enfin, exposant, moins d'accord? Comme ça, moins 900. 900. 900. 1 moins 1,04 exposant combien? Moins 14 Ouais. sur 0,04, oui. Et on soustrait les deux, non? On soustrait les deux, d'accord? Je sais même pas, j'ai pas essayé. D'accord? Vas-y. Pourquoi elle a le droit de faire cette opération? Elle a le droit de faire cette opération parce qu'elle est en zéro. Donc, elle a fait la soustraction. Elle va nous dire combien elle a trouvé. Là, on est parti sur un bon raisonnement pour le moment. Il va falloir simplement l'affiner. Mais pour le moment, la démarche est très bonne. Alors, ça fait combien, ça? Non, mais du coup, c'est pas ça. Ça fait 2724. Non, il n'y a pas de problème. Dis-moi combien ça fait. Ça fait 2724. 2724,48. Très bien. Non, il faut aller doucement, ça. Il faut aller doucement. Donc là, tu as raisonné. Ce que tu as fait là, c'est bien. Mais attention. Ma question, c'est quel est le capital restant dû à la date du 14e versement? Là, je suis en quelle date, Asna? Ah oui, à 0. Et donc, moi, je veux… Voilà, donc j'ai exprimé ma dette en 0. Oui. Mais moi, je veux ma dette en quelle date? À 14. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est comme si je place cette valeur-là pendant combien de temps? Pendant 14. Alors, vas-y. Donc, on fait, maintenant, fais-moi 2724,48. Je multiplie 1,04 exposant 14. Et dis-moi combien ça fait. Ça fait le bon montant, monsieur. Vas-y, redis-moi combien ça fait. 4717,92. Merci. Eh ben voilà. Voilà. Là, vous voyez, c'est du raisonnement. C'est du raisonnement. Le tout, c'est qu'il faut exactement savoir ce que vous faites. Donc, elle a fait une opération qui est très bonne. Et elle a conclu que ce n'est pas du tout la bonne réponse. Non, elle avait commencé son raisonnement, mais elle n'a pas abouti. Ce qu'elle a trouvé ici, c'est en fait sa dette aujourd'hui. Mais sa dette à cette date, c'est celle-là. Est-ce que vous avez compris le raisonnement qu'a tenu Asna? Oui. Je vais tenir un autre raisonnement qui va ressembler à celui d'Asna, mais peut-être qui sera beaucoup plus simple. C'est-à-dire, au lieu d'aller en zéro, de revenir, je vais aller directement à ma date. C'est-à-dire, Asna, elle s'est un peu compliqué la vie.
Mais en ayant fait ce qu'elle a fait, c'est bon, hein, il n'y a pas de problème. Maintenant, voilà ce qu'il faut aussi dire. Voilà ce que vous pouvez dire aussi. Je veux trouver la dette, regardez, je veux trouver la dette en 14. Je veux trouver la dette en 14. Ça revient à ce qu'elle a fait simplement, au lieu d'aller en 0, moi je vais en 14. Vous comprenez? Je vais directement à la date. Et je dis, si j'effectue un placement, si je verse combien, je ne sais pas moi, 14 annuités, elle m'aurait rapporté combien? Elle m'aurait rapporté 900 que multiplie. Ça, c'est la valeur acquise. Hein. Elle me rapporte 1,04 exposant 14 moins 1. Bien. Le problème ici, c'est que j'ai mes annuités. Donc, je peux dire, je peux trouver la somme que j'ai empruntée. La somme que j'ai empruntée, la somme que l'entreprise a empruntée, c'est la valeur actuelle de ces 20 annuités. Donc, le capital emprunté V0, c'est toutes ces annuités, comme ce sont des annuités de fin de période actualisées. Donc, ça, c'est le montant de l'emprunt que je calcule. Ça, c'est le montant de l'emprunt. Si l'entreprise avait placé cette somme pendant 14 ans, cette somme-là lui aurait rapporté combien? Elle lui aurait rapporté 900 que multiplie 1 moins 1,04 puissance moins 20 sur 0,04. C'est-à-dire, l'emprunt, c'est comme si elle avait placé son emprunt pendant 14 ans. Eh bien, si ça, vous appelez ça D1 et vous appelez ça D1 et vous appelez ça D2, eh bien, la dette, ce que je cherche, c'est D2 moins D1. Et vous trouverez encore la même valeur. Si quelqu'un peut faire l'essai, si quelqu'un peut rentrer ça à la calculatrice, donc ça moins ça, et me dire combien ça fait. Tout ce que je vous indique ici, tout ça, c'est des cas d'école. Mais l'intérêt de ce que l'on fait là, ça vous donne une capacité à traduire des situations. Et donc, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Il faut être capable de modéliser, ne pas simplement se limiter à des cas particuliers. Il faut être capable de raisonner de façon générale. Et on va attendre la réponse pour voir ce que ça fait. Donc Esther me confirme que cette soustraction-là me donne bien 4717,92. OK. En fait, Lynn, là, j'ai
l'emprunt est remboursé à l'aide de 20 annuités constantes. D'accord? Et donc, en fait, l'entreprise, elle a emprunté tout simplement, elle a emprunté combien? Si elle rembourse sur 20 ans, si elle en rembourse sur 20 ans, voilà, elle rembourse sur 20 ans, elle a emprunté tout simplement combien? Ben, la valeur actuelle, le montant de l'emprunt, c'est la valeur actuelle de ses annuités. 1 moins 1,04 puissance moins 20 sur 0,04. Ça, c'est le montant de l'emprunt. C'est ce qu'elle a emprunté, en fait. Est-ce que ça va jusque-là? Voilà. Donc, maintenant, pour simplifier, elle a emprunté, donc, et ça, ce montant-là, je l'appelle V0. Elle a donc emprunté V0, d'accord? Elle a donc emprunté V0. Et donc, on se place ici. Donc là, elle a emprunté cette somme. Et cette somme est égale à ce que vous voyez ici. Cette somme, c'est ce que j'ai ici, d'accord? Voilà ce qu'elle a emprunté. Est-ce que ça va? Elle a emprunté ça. Si elle place ce capital pendant 14 ans, si elle le place pendant 14 ans, ce capital lui rapporte combien? Il lui rapporte le capital placé que multiplie 1,04 puissance 14. Est-ce que ça va? C'est la valeur acquise par ce capital. Mais ce capital-là, il va rapporter beaucoup plus. Il va rapporter beaucoup plus. Il va rapporter beaucoup plus que ces 14 annuités de 900. Donc, ces 14 annuités de 900, elles rapportent combien? Elles rapportent 900. 1,04 puissance 4, 14, moins 1 sur 0,04. Ça, c'est la valeur acquise par les 14 annuités. Ça, c'est la valeur acquise par le capital emprunté. Ben, la différence, c'est la dette. Puisque en ayant versé que 14, il lui restera à payer. Ben, il lui restera à payer la différence. C'est comme si vous faisiez ici, pour schématiser, si ici vous faites cette opération-là, si ici vous faites cette opération-là, on fait, par exemple ici, on fait 900 qui multiplie 1,04 à la puissance 20 moins 1 sur 0,04. Et si je fais V0 que multiplie 1,04 à la puissance 20, ben si je fais la différence, je trouverai 0. Parce que tout ça, c'est mes 20 annuités qui remboursent le capital. Et ça, c'est la valeur acquise par le capital pendant 20 ans. La différence, c'est 0. C'est logique. Parce que là, je suis en 20. D'accord? Oui, non? Ok. Donc, si on veut schématiser, si on veut schématiser, donc lorsque vous êtes ici, si vous avez emprunté ici, on a emprunté, cette fois-ci, je connais le montant, c'est V0. Et ce V0-là, je le rembourse à l'aide de N annuités.
D'accord? Je le rembourse à l'aide de N annuités. Et je veux trouver la dette après le PM versement. Je veux trouver la dette ici. Je veux trouver la dette ici. Donc ici, je suis en P plus 1. Et donc là, il me restera à verser. Là, il me restera à verser combien d'annuités? Il me restera à verser N moins P annuités. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Il me restera à verser N moins P annuités. Donc, première formule pour trouver la dette, c'est dire que la dette à la date P, c'est la valeur actuelle, des N moins P annuités constantes. Voilà. Est-ce que ça va? Ça, c'est un premier raisonnement. Un deuxième raisonnement, c'est de dire que la dette, c'est la valeur acquise par l'emprunt placé pendant P période, moins la valeur acquise par ces P versements. Ça, c'est un deuxième raisonnement. Voilà. Vous avez compris? Voilà. Soit vous actualisez ce qui reste à la date 14, soit vous dites je ramène tout à la date 14. Ce que je devais à la date 14, moins ce que j'ai versé à la date 14, la différence, c'est ma dette. Et bien entendu, on n'oublie pas que V0, est forcément égal à petit a 1 moins voilà, ça c'est V0. Parce que quand vous avez compris ça, vous avez compris beaucoup de choses. Ça, c'est capital. Si vraiment vous le comprenez à fond, eh bien, vous êtes bien parti. Et c'est ce que je vous ai encouragé à faire l'année passée. Je vous ai dit, prenez le temps de vous approprier la chose. Relisez, retrouvez, replacez, essayez de trouver vos repères jusqu'à ce que vous ayez réellement compris ce que j'ai dit. Si vous n'avez pas compris, essayez de revisionner ce que j'ai déjà enregistré pour vous l'année passée, etc. Est-ce qu'il y a une question? Voilà. Mais j'ai beaucoup apprécié le raisonnement de Asselin, que personnellement, je n'ai jamais employé dans ce sens. C'est dommage qu'elle ne soit pas allée jusqu'au bout de sa
sa logique, mais le début du raisonnement était bon. C'était appréciable. OK. OK. Alors, voilà, donc ça, c'était quand même une chose qu'il fallait que je resitue. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, c'est très important, ça, c'est très important. Parce que sinon, quand vous faites des calculs, quand vous êtes confronté à des problèmes de, je sais pas, des opérations choix d'investissement, vous allez manipuler des crédits buy, vous allez manipuler des obligations, donc vous avez forcément des problèmes de date. Et donc, c'est ça qui est important. Il faut bien être structuré là-dessus. Alors, bien sûr, il y a une troisième façon de faire, et ça, on en avait parlé, parce que comme c'est un emprunt, et comme il est remboursé par amortissement constant, donc il y a une autre façon de faire, bon, je la dis rapidement, mais si vous avez oublié, ce n'est pas grave. L'autre façon de faire, c'est de dire, je sais que lorsque je rembourse par annuité constante, les amortissements, ils forment une progression géométrique de raison 1 plus i, lorsque je rembourse par annuité constante. Donc, tous les amortissements, autrement dit, le premier amortissement, A1, A2, A3, etc. Autrement dit, l'amortissement de rang n plus p, n plus 1, est égal à l'amortissement de rang n que multiplie 1 plus i. Et comme les amortissements forment une suite géométrique, donc la dette que je calcule en P, c'est le montant de l'emprunt moins la somme des P premier amortissement. Moins la somme des P premier amortissement. Mais comme les amortissements forment une suite géométrique, je vais appliquer la formule de la somme. Et donc, je vais écrire moins premier terme, raison à la puissance nombre de termes, moins 1 sur raison moins 1. Et là, ça vous donnerait exactement la même valeur que tout à l'heure. Ça, c'est une troisième façon de faire. Ce que je dois, c'est ce que je devais moins ce que j'ai amorti. Vous voyez, là, je raisonne simplement en valeur, puisque le remboursement constitue une diminution de la dette. OK? Donc, ce raisonnement est une troisième façon de faire. OK. Je vais supprimer ça parce que ça, c'est dans le cas des dividendes. Alors, je vais supprimer cette partie-là. Donc là, nous avons un remboursement. OK. Maintenant, au lieu d'avoir F1, C1, C2, C3 de façon finie, imaginons que j'ai des flux constants, mais sur un horizon infini. Ça veut dire que le petit n ici, le petit n, vous me suivez? Le petit n tend vers plus l'infini. Est-ce que vous comprenez? Donc, autrement dit, ça ne s'arrête jamais. C'est comme si on disait ça, c'est une, on va dire ça, c'est une rente, perpétuelle. D'accord? Imaginez que vous receviez une somme, mais vous avez donc une somme tous les ans, vous recevez 100 €. Tous les ans, vous recevez 100 € et le taux est de 5%, mais vous recevez 100 € à l'infini. C'est-à-dire, vous recevez 100 € pendant une éternité.
Vous comprenez ou pas? Et la question qui est posée, quelle est la valeur actuelle de ces flux constants infinis? Et bien voilà, ça c'est la formule d'actualisation. Regardez bien le schéma, vous l'avez vu tout à l'heure. Le schéma c'est celui-là. Je suis ici, je reçois V0 et V0 est égal à D, mais attention, D avec le N qui est comment ici? Avec le N qui est comment? Infini. Est-ce que vous me suivez? Si vous prenez votre calculatrice, et si vous prenez votre calculatrice et vous essayez de rentrer, je prends un taux de 4%, ça fait 1,04. Est-ce que vous comprenez que si vous faites 1,04 puissance moins 1, 1,04 puissance moins 2, mais si vous allez jusqu'à 1,04, est-ce que quelqu'un peut me dire combien ça fait 1,04 puissance moins 10? À peu près. Puissance moins 10. Ça fait combien? Ça fait 0,6755. Esther, maintenant, essayez de faire puissance moins 100. Puissance moins 100. Vous remarquez que 1,04 puissance moins 100, ça fait quasiment 0,0198. Et si je fais moins 200, moins 300, moins 400, ça va vers quelle valeur? Ça va vers quelle valeur? Ça va vers quelle valeur? Vers 0. Est-ce que ça va? Donc, si vous avez une suite infinie de flux, infinie, cette valeur-là tend vers combien? 0. Et donc, la valeur actuelle de vos flux constants sur un horizon infini, c'est D sur T. D sur T. Ça veut dire, concrètement, si vous avez une rente, perpétuelle, c'est une rente à vie de 100 € tous les ans au taux de 5%. Eh bien, si vous voulez la revendre, cette rente perpétuelle, elle vaut aujourd'hui, cette rente perpétuelle, sa valeur aujourd'hui, c'est 100 € divisé par 0,05. Et ça fait combien? 100 divisé par 0,05. Ça fait combien? Ça fait 2000 €. Concrètement, financièrement, ça veut dire que recevoir 2000 € aujourd'hui au taux de 5%, c'est équivalent financièrement à recevoir à vie 100 € tous les ans. C'est pareil. 2000 € aujourd'hui et une rente perpétuelle de 100 € pour vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, c'est exactement la même chose. Tout simplement, vous avez compris pourquoi. C'est qu'au bout de 100 ans, au bout de 150 ans, les 100 € valent 0. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Si vous voulez savoir combien valent 100 € dans 100 ans à 5%, combien ça vaut aujourd'hui? Ça vaut 100 que multiplie 1,04. Estelle,
Tu peux nous dire combien ça fait, ça? 100 qui multiplie 1, 0,4 puissance moins 100. Pour savoir combien valent 100 € dans 100 ans, si on les ramène aujourd'hui. Ça vaut combien? Ça vaut 1,98 €. Et si vous mettez, à la place de 100, vous mettez 200 ans, vous êtes sûr que ça fera quasiment 0. Voilà. Voilà. OK. Est-ce que tout le monde a compris ce raisonnement très simple? Bien sûr, qui repose sur un résultat mathématique, qui repose sur le fait, donc là encore une fois, le Vn que vous voyez, c'est parce que ça, c'est des dividendes. Donc je vais encore de nouveau l'enlever. Je vais encore de nouveau l'enlever pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc là, en fait, ce Vn n'existe pas. Voilà. OK. Maintenant, admettons qu'on ait des flux constants. Maintenant, admettons qu'on ait des flux constants sur un horizon infini, mais que ces flux vont croître avec un certain taux. D'accord? Et ces flux vont croître avec un certain taux. Et on va aboutir avec ce qu'on appelle le modèle de Gordon et Shapiro, en fait. Donc, si, admettons, alors ça va être un peu lourd, j'essaie de prendre une page comme ça. Admettons que l'on se place comme ceci. Alors, je vais commencer par en prendre simplement, je vais en prendre 4 ou 3, et je vais généraliser. Admettons que je me place ici et que j'ai mon premier flux que j'ai appelé tout à l'heure, je vais appeler D1. Et le flux suivant, il croît avec un taux G. C'est-à-dire le flux suivant, il sera égal à D1 fois 1 plus G au carré. 1 plus G. Ensuite, D2, en 3, j'aurai D1 fois 1 plus G au carré. Je vais en rajouter un autre, 4. J'ai donc D1 fois 1 plus G à la puissance 3. Autrement dit, les flux croissent géométriquement. Mais je vais supposer que G est inférieur au taux du marché ou au taux de placement. Je vais supposer que G est strictement plus petit que T. C'est-à-dire, je vais supposer que 1 plus G sur 1 plus T est forcément plus petit que 1. Autrement dit, le numérateur est plus petit que le dénominateur. Je vais donc d'abord, dans un premier temps, calculer la valeur actuelle et ensuite le 4, là, je vais le ramener ici à n et je vais faire tendre n vers combien? Vers l'infini. Est-ce que vous suivez ce que j'essaie de faire? Alors, je vous écoute. À quoi est égal V0?
je vais actualiser au taux T. À quoi est égal V0? Ou alors, je vais prendre le taux I, puisque peut-être que vous êtes plus habitué au taux I. Et là, je vais mettre un taux I. Voilà. Donc, G plus petit que I et 1 plus G sur 1 plus I compris entre 0 et 1. Donc, à quoi est égal V0? Allez, je vous écoute. D1 fois 1 plus I puissance moins 1. Plus D1 fois 1 plus G fois 1 plus I à la puissance moins 2. Plus D1 fois 1 plus G au carré fois 1 plus I à la puissance moins 3. Bon, pour les raisons, pour que ça fasse trop long, je vais en mettre que 3 et je vais généraliser après, d'accord? Pour que ça fasse moins long, ok? Pour que les calculs soient moins longs. Mais je peux continuer avec 4, 5. Hein. Le tout, si vous comprenez le principe. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette somme? Qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Cette somme, c'est quoi? C'est la somme de 3 termes d'une suite géométrique. De premier terme D1 fois 1 plus I à la puissance moins 1 et de raison combien? Qu'est-ce qui peut me donner la raison? Et de raison combien? Non, Esther. Non, ma grande. Non, Lynn. Regardez, pour passer de là à là, j'ai multiplié par quoi? Et pour passer de là à là, j'ai multiplié par quoi? Est-ce que vous êtes d'accord que j'ai multiplié par 1 plus G, ok, que multiplie 1 plus I à la puissance moins 1? Est-ce que ça va? Et 1 plus G sur 1 plus I à la puissance moins 1 s'écrit 1 plus G sur 1 plus I. Est-ce que ça va? Et donc, je vais appliquer la fameuse formule. Rappelez-vous la somme des n premiers termes. Je vous ai dit de la prendre par cœur. La formule, c'est quoi? Premier terme multiplié par raison à la puissance nombre de termes moins 1 sur raison moins 1. Allez, c'est parti. On va l'appliquer. Donc, V0 égale premier terme. Le premier terme, c'est celui-ci.
mais D1, 1 plus I puissance moins 1, je peux l'écrire D1 sur 1 plus I. C'est la même chose. D fois 1 plus I puissance moins 1, c'est pareil que D1 divisé sur 1 plus I. C'est la même chose. Donc ça, c'est mon premier terme que multiplie la raison. La raison, c'est celle-là. À la puissance nombre de termes. Il y a 3 termes. Tout à l'heure, il y aura n termes sur raison moins 1. Ensuite, je distribue ce terme-là. Ça me fait D1 Tout à l'heure, lorsque j'aurai n termes, je mettrai puissance n ici, d'accord? Pour le moment, j'écris simplement 1 plus g sur 1 plus i à la puissance 3, moins 1. Je multiplie 1 plus i par ici, ça simplifie, ça me laisse 1 plus g. 1 plus i que multiplie moins 1, ça me fait 1 plus i. J'enlève mes parenthèses au dénominateur, mais ça me fera g moins i. Mais si je prends l'opposé au dénominateur et l'opposé au numérateur, ça me donnera quoi au dénominateur? Ça me donnera l'opposé, parce que j'ai pris, là c'est 1 plus 1 moins 1, ça fait 0. G moins i, si je prends l'opposé, ça me fera i moins g. I moins g. Et au numérateur, l'opposé, ça fait 1 moins 1 plus g sur 1 plus i à la puissance 3. Voilà ma formule. Donc, si j'ai un flux infini, mais qui croît géométriquement avec un taux égal à g, la formule générale V0, c'est D1 que multiplie, là je généralise, au lieu d'avoir 1 plus g sur 1 plus i puissance 3, je vais avoir tout simplement 1 plus g sur 1 plus i à la puissance n, le tout sur i moins g. Voilà ma formule générale. Et si vous me permettez, je vais effacer ici pour finir mon raisonnement. Et c'est le résultat final qu'il faut retenir. Mais encore une fois, il est toujours très intéressant d'expliquer les résultats. On n'est pas des machines, on n'est pas là pour simplement apprendre des formules bêtement. Il faut savoir d'où elles viennent et ce qu'elles représentent. Là, j'ai écrit que 1 plus g sur 1 plus i est compris entre 0 et 1. Ça veut dire que le rapport est égal à 0, quelque chose. Si vous prenez votre calculatrice et si vous faites 0,1 à la puissance 10, ça fera tout simplement 0,00000. Vous comptez 10 zéros, 1. Autrement dit, si vous tapez 1 plus g, ce nombre-là, 1 plus g sur 1 plus i, et si vous l'élevez à la puissance n, et que ce n-là, vous le faites tendre vers plus l'infini, comme là j'ai un nombre qui est compris entre 0 et 1, un nombre compris entre 0 et 1 a une puissance infinie et quasiment égale à combien? À 0. Un nombre compris entre 0 et 1 et vous le mettez à la puissance 20, ça fera 0,000. Est-ce que c'est bon? Et donc, en conclusion, si j'ai ici des flux
en progression, des flux constants, pardon, des flux qui croissent géométriquement, mais sur un horizon infini. À l'infini, cette valeur-là tend vers combien? Vers 0. Eh bien, votre valeur actuelle, c'est tout simplement dA divisé par I moins G. Voilà le résultat final. Et ça porte un nom, c'est connu selon cette Gordon et Shapiro qui a établi ce résultat. Et maintenant, je vais vous montrer ça écrit plus proprement. Voilà. Écrit plus proprement. Voilà. Donc en fait, ici, je supprime toujours le dernier flux parce que j'ai que des flux constants. Donc le dernier ici, je le supprime. Voilà, le Vn, je le supprime. Voilà. Le Vn, je le supprime. Voilà. Et vous retrouvez ce que je vous ai montré. Le Vn, à chaque fois, je le supprime parce qu'il n'existe pas. Là, c'était dans le cas des dividendes, une action qui est remboursée à la fin. Donc, je supprime tout ça. Voilà. Et voilà ce que ça vous donne comme résultat final. OK. Et donc la valeur actuelle de flux constant qui croissent à un taux constant sur un horizon infini, c'est tout simplement dA, le premier flux, divisé par T moins G. T, bien sûr, étant le taux de placement, le taux du marché, par exemple. Et G, c'est le taux de croissance. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Allez, je vous dis bonne soirée et puis à bientôt. Donc, je vous laisse un peu le temps de regarder tout ça. Vous voulez que je vous envoie le PowerPoint, vous voulez peut-être? Je ne sais pas. OK. OK. D'accord. Allez, bonne soirée. Ciao.